Voilà, merci beaucoup à Patricia, qui arrive de Milan, de l'Institut national d'astrophysique. Maintenant, le docteur Jean-Louis Felous, qui est directeur exécutif du COSPAR et aussi coordinateur de ce forum éducatif. Merci. Il faut le dire vite. Bonsoir et bravo à ceux qui ont le courage de rester jusqu'à cette heure tardive. Alors, le titre de mon exposé est un peu intrigant, sans doute. De Sapiens au tardigrade, une ardente obligation, la protection planétaire. Alors, bon, ce dont je vais vous parler, c'est surtout de cette question de protection planétaire pour éclaircir un peu ce que ça veut dire en relation avec différents exposés que nous avons eus auparavant aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, il faut partir du commencement. Alors, le commencement, ce sont les premiers mots de la Bible que vous pouvez lire. Au commencement, en hébreu, ça se dit « Bereshit ». Et donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle des dieux planait au-dessus des eaux. Bon, c'est très joli, c'est très poétique. Plus prosaïquement, il y a une sonde qui portait ce nom-là au commencement, Bereshit, qui a été lancée au mois de février de cette année-ci. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs on a mis l'ancienne version de ma présentation. Je n'avais donné une nouvelle, tant pis, c'est pas grave. Non, non, ne changez pas, s'il vous plaît. Bref, donc ça a été lancé au mois de février 2019 pour aller se poser sur la Lune. Et il est arrivé à peu près la même chose qu'à la sonde indienne, à savoir que quelques minutes avant de se poser en douceur sur la Lune, la sonde en fait s'est écrasée au sol le 11 avril. Alors à bord de cette sonde qui est représentée sur l'image, il y avait 3 instruments scientifiques, et dont un d'ailleurs fourni par l'agence spatiale américaine, par la NASA. Mais en plus de sa charge utile proprement parlée scientifique, elle emportait un DVD, un disque vidéo, sur lequel il y avait une archive numérique qui contenait 30 millions de pages numérisées qui donnent un aperçu de notre civilisation. Alors on peut se poser des questions sur quel genre d'aperçu de notre civilisation on peut donner, mais enfin bon. Et alors il n'y avait pas que seulement ces choses-là, sur ce disque, sur ce DVD, sur ce disque optique, il y avait, qui a été déposé un peu brutalement sur la Lune, donc, il y avait un certain nombre de choses. Les gens qui étaient les promoteurs de cette mission Bereshit avaient eu envie de laisser une petite trace de leur ADN pour les siècles des siècles. Et ils avaient inséré quelques cheveux, des échantillons sanguins provenant de 25 personnes qui étaient des participants du projet, et puis quelques fragments prélevés sur des lieux sacrés. Bon, il y a un peu de mysticisme là-dedans, mais il y avait aussi un équipage, on peut appeler ça un équipage, composé d'1 millier de tardigrades. Alors, des tardigrades, vous en avez déjà entendu parler ce matin, en début d'après-midi, par Jean-François Clairvoy. Ce sont ces espèces de petits animaux minuscules, et les promoteurs de la mission donc avaient saupoudré un certain nombre de tardigrades, 1 millier de tardigrades desséchés, complètement desséchés, sur la bande qui maintenait cette cargaison. Et d'ailleurs, il semble qu'elle aurait pu, la cargaison ou la bande, on ne sait pas, résister au choc. Alors, au mois de juillet de cette année, cette information a été portée à la connaissance du public dans les médias, et ça a suscité pas mal d'émotions. On s'est dit, oulala, de l'ADN sur la Lune. Alors donc ces tardigrades sont des micro-organismes tout petits et extrêmement résistants. S'ils rencontrent de l'eau sur la Lune, ce qui a assez peu de chances d'être le cas, ils pourraient éventuellement se réanimer. Bon, ceci étant, il faut ramener les choses à leur juste proportion. D'abord, de l'ADN sur la Lune, il y en a déjà pas mal, et les astronautes dont on a vu les traces sur les images que nous a montrées tout à l'heure Patricia, ont laissé derrière eux les sacs d'ordures et de déjections humaines
qui étaient supposés étanches. On ne sait pas ce qu'il en sera devenu, on le saura peut-être plus tard, avant de rentrer sur Terre. Donc sur la Lune, il y a de l'ADN. Alors, venons à la question de la protection planétaire. Bon, c'est pareil, on n'aurait pas dû avoir autant de texte sur cette diapo. La protection planétaire, c'est quelque chose qui est prévu par le traité international sur l'utilisation de l'espace pacifique, de l'espace extra-atmosphérique, qui est un traité qui a été signé en 1967 par tous les pays qui sont membres des Nations Unies. Et ce traité prévoit qu'on ne doit pas gêner la recherche scientifique conduite par d'autres pays. Et donc pour ça, il faut protéger les corps célestes, les planètes, les satellites de ces planètes, etc., sur lesquels on voudrait aller. Si quelqu'un veut y rechercher de la vie, c'est pas la peine de l'amener avec soi. Donc il faut prendre un certain nombre de précautions. Si on cherche des traces de vie infimes sur Mars, il faut surtout pas venir avec les poches pleines d'ADN et déposer toutes sortes de saletés à la surface. Donc ça, c'est le premier aspect de la protection planétaire, c'est éviter d'aller polluer les autres corps célestes. Alors, tous ne sont pas équivalents en matière de protection, et la Lune, précisément, est un corps céleste pour lequel il n'y a pas de règles qui interdisent. On doit simplement faire un inventaire de ce qu'on y apporte éventuellement, mais il n'y a pas de règles qui interdisent d'amener éventuellement de l'ADN, des particules, etc., des particules organiques sur la Lune. C'est tout à fait différent sur Mars, c'est tout à fait différent sur les lunes glacées des planètes lointaines. L'autre aspect de la protection planétaire, c'est au cas où on ramène des choses de l'extérieur. Il y a déjà eu une sonde japonaise qui à Hayabusa qui a été se poser sur un astéroïde et qui en a ramené de la poussière. Cette poussière, elle était soigneusement empaquetée, et puis le module qui s'est posé dans le désert en Australie, naturellement, s'est écrasé au sol, et on espère que le compartiment dans lequel étaient stockées ces poussières ont échappé à l'écrasement. Ils ont été recueillis en prenant multiples précautions. Bien entendu, de la même façon, on a ramené des pierres de Lune. Sur la Lune, on sait qu'il n'y a pas de vie, donc on ne s'en inquiète pas. Ailleurs, on ne sait pas. Et on ne voudrait pas ramener sur Terre des pathogènes qui pourraient se révéler mortels pour notre civilisation qui est déjà pas brillante. Alors donc, protection planétaire, c'est protection des autres planètes et protection de la Terre. Donc on va parler un peu de la protection de la Terre. Je vous parle de ça parce que le COSPAR, c'est ce comité mondial de la recherche spatiale qui a été créé en 1958 et qui a la vocation à favoriser la coopération spatiale internationale, mais qui a aussi la charge vis-à-vis des comités des Nations Unies de fournir les règles de protection planétaire. Donc c'est un peu notre spécialité. Alors, voyons ce que disait Léonard de Vinci, on va quand même lui donner un peu la parole à propos de la protection de la Terre. Alors, il existe des manuscrits qui sont au British Museum, les manuscrits Arundel, dans lesquels on trouve un certain nombre de textes, dont un texte dont je vais vous lire que le paragraphe du milieu, si j'y arrive. Il est question, semble-t-il, d'un moment où la Terre, qui est comprise, comme on l'a vu, avec des cercles concentriques, avec de l'eau, la terre en dessous, le feu à l'extérieur, et à un moment donné, l'élément liquide fiche le camp parce que avec la chaleur, ça s'évapore, et donc la terre a tendance à se dessécher. Les fleuves resteront à sec. La terre fertile ne produira plus ses bourgeons. Le champ ne connaîtra plus l'ondulation des blés. Tous les animaux périront faute d'herbes fraîches pour se nourrir. Les lions dévorants, les loups et autres bêtes rapaces n'auront plus de pâture pour vivre. Et après beaucoup d'expédients désespérés, les hommes seront forcés de renoncer à la vie et la race humaine cessera d'exister. Voilà un peu la fin du monde vue par Léonard de Vinci dans ses manuscrits Arundel. Bon, toute comparaison avec le réchauffement climatique ne peut pas être complètement exclue, même si ici on en a une présentation un peu exagérée. Alors en fait, le danger, il existe. Il existe et il est connu. L'humanité épuise les ressources terrestres. Il y a le problème du dérèglement climatique qui en ce moment attire particulièrement l'attention des médias. C'est pas que ce soit une nouveauté, ça fait 30 ans que les scientifiques répètent ça sur tous les tons, mais personne n'écoutait. Dégradation des sols, pollution, raréfaction des ressources en eau, perte massive de la biodiversité, surexploitation des océans, etc.
Bon, donc tout ça c'est connu, c'est archi documenté depuis des années. Chaque nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on en est au 6e, répète la même chose qu'avant, avec une virgule, un chiffre de plus après la virgule, mais on n'apprend rien de nouveau réellement. Le dernier rapport sur les océans répète ce qui a déjà été dit depuis 30 ans au moins. Bref, donc il est urgent que les dirigeants du monde prennent toutes ces alertes au sérieux et évitent que les tardigrades ne soient les seules prochaines espèces dominantes sur la Terre et peut-être même sur la Lune, puisque il y en a déposé. Voilà, bon, je vais pas vous lire tout ça, parce que là aussi, c'est pas du tout les transparents que je voulais vous montrer. Simplement, les quelques caractères en gras en bas, c'est la conclusion d'un livre d'un philosophe britannico-polonais ou polono-britannique, qui dit qu'en effet, nous n'avons plus le choix. Nous, habitants humains de la Terre, nous retrouvons aujourd'hui, et comme jamais, dans une situation parfaitement claire où il s'agit de choisir entre deux choses, la coopération à l'échelle de la planète ou les fosses communes. Il y a une espèce de jeu de mots ici avec l'anglais, les Global Commons, c'est les éléments communs qui appartiennent à tout le monde, comme les forêts communales ou des choses comme ça dans les villages qui existent. Et là, la fosse commune plutôt que les Global Commons. Donc, il y a un choix à faire. Bon, je vous parlerai pas là non plus de tout ça. Le COSPAR, par exemple, dans un des derniers textes publiés par son président, le professeur Lennart Fisk, qui est l'actuel président américain du COSPAR, écrit « Certes, si nous nous aventurons plus loin dans l'espace, sur Mars, ce devrait être au nom de toute l'humanité. » Et ça devrait faire écho un peu avec ce que nous avons entendu ou vu tout à l'heure. La prochaine mission de ce genre ne devrait pas se traduire par le dépôt du drapeau d'un pays particulier, comme ça a pu être le cas du temps des missions Apollo, mais au nom de l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis Fellouz.